Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Je reçois Maître Arlette Odia. Nous parlons aujourd'hui de l'actualité politique. C'est vrai, 3 ans, l'alternance, comment nous le conjuguons? Un ancien président et un nouveau président, on va dire un président en exercice, parce qu'il n'est plus nouveau, ça fait quand même 3 ans. Quelle lecture pouvons-nous faire? Qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que l'on peut dire nous sommes sur une très bonne voie? Sommes-nous en train de nous perdre? Et qu'est-ce qu'il faut exactement faire? Alors, Madame Arlette, elle est de la société civile, aux tendances assez, je vais dire, provocatrices ces derniers temps. On le sent et on le comprend. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, 3 ans. 3 ans, jour pour jour, le 24 janvier, le pays a eu un troisième événement dans le calendrier. Avant, c'était non, non, le quatrième événement. Parce que l'année en République démocratique du Congo commence avec le 4 janvier, la des martyrs, et puis le 16 janvier, le 17, les héros, et nous avons le 24 janvier, la date de l'alternance. Ça fait finalement de ce mois de janvier le mois le plus important. Mais selon vous, quelle est la lecture que vous faites par rapport à tous ces 4 événements in globo? C'est la lecture que nous avions faite. Bien sûr, vous m'avez présenté comme étant de la société civile. Pour l'instant, j'ai bien de raison de le dire. Ça veut dire que on voit tous ces événements, on les analyse par rapport à ce que pense le peuple, par rapport à ce qui est profitable au peuple. L'avènement du président Félix Tshisekedi au sommet de l'État, à travers l'alternance politique et la passation civilisée de pouvoir au sommet de l'État, avait suscité beaucoup d'espoir pour le peuple congolais. Pas seulement pour ceux qui avaient voté pour lui, même pour d'autres, y compris ceux qui étaient partisans du président Joseph Kabila. Pour preuve, quand il a lancé l'Union sacrée, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté le président Kabila pour le rejoindre. Ça suffit pour nous de dire que l'avènement du président Félix Tshisekedi avait suscité beaucoup d'espoir. Maintenant, 3 ans après, est-ce que le peuple est satisfait par rapport à ses attentes? Est-ce que le président lui-même et sa famille politique est satisfait par rapport à ce qu'il avait prévu ou par rapport à ses réalisations? Tout ça, c'est ça le débat. Est-ce que vous, personnellement, quel est votre jugement? Bon, le jugement, nous aimons bien y aller de manière objective. De manière objective pour nous, c'est quoi que le président avait promis ou prévu de faire et par rapport aux réalisations. Souvenez-vous que déjà, il disait que parmi les premières réalisations de son mandat, se trouverait la fermeture des cachots avilissants et l'humanisation des services de sécurité. On peut dire que ce défi n'a pas été relevé parce que durant son mandat, il y a eu nos compatriotes, même certains anonymes et d'autres connus par leur nom, qui ont péri au sein de cachots de l'ANER, notamment le compatriote Olivier Punga. Le président... Non, il faut qu'on aille doucement. Oui. Est-ce que le président avait-il dit qu'on allait arrêter les arrestations au niveau de cachots, pardon, je veux dire au niveau de la police ou des services de sécurité, ou l'on avait dit qu'on allait arrêter, fermer des cachots, comme on appelle clandestins, des cachots qu'on ne pouvait pas comprendre. Aujourd'hui, quand on vous arrête à l'ANER, on sait que vous êtes là et les gens peuvent témoigner. Nous avons des cas, par exemple, la dame, la chanteuse, Madame Tchalamwana, est allée traiter humainement sur un canapé. Elle a eu droit à l'eau, elle a eu droit à des visites, elle a eu droit à son téléphone. Ce sont des choses qui ne se passaient pas dans le temps. Alors, est-ce que le président a-t-il failli, selon vous, juste pour ce cas de M. Punga, dont il faut encore vérifier la ténacité, la véracité de vos allégations, pensez-vous? Mais j'ai évoqué deux volets. Il Oui. était d'une part question de fermer les cachots clandestins et avilissants. Est-ce que ça a été fait Et d'abord? d'autre part, humaniser les services de sécurité. Bon, parlons d'abord de la fermeture. Est-ce Parlons, que c'est fait? Comme ça, on va aller dans l'humanisation. Est-ce que les fermetures, en tant qu'avocate, avez-vous constaté la fermeture de ces cachots? c'est plutôt les services qui pouvaient mettre à la disposition, n'est-ce pas, du public les cachots identifiés comme étant des cachots clandestins
et qui ont été fermés. Est-ce que vous La avez gymnastique, non, la est-ce que vous avez déjà vu gymnastique. ça dans le monde? Un service de sécurité qui met en place sur la place publique, voici les cachots qu'on avait 90, on a fermé 92, ou on a fermé 90, ou on a fermé 87. C'est du jamais vu. Aucun service de Mais si sécurité ne vous le dites que fait. c'est du jamais vu, comment vous voulez que moi, que je vois cela? Si, parce qu'à l'époque, on Oui, voyait des cachots comme ça. Et on les a aujourd'hui, on n'a plus des rapports dans ce sens-là. Moi, je le dis en tant que journaliste, vous, vous êtes avocate. oui. Donc, c'est à vous de nous dire, est-ce que vous avez des plaintes, des Congolais qui se plaignent d'avoir été arrêtés clandestinement, sous la terre, dans les tonneaux de fût, à eau, ou tout ça, ou ont été traités de façon inhumaine? C'est ça la question que je Ah, pose. si vous avez besoin de ce que moi, je sais de ces cachots, je vais commencer par vous dire que même sous le président Joseph Kabila, je n'avais personnellement pas d'informations de ceux qui étaient arrêtés dans ces conditions-là. Information en tant qu'avocate ou information en tant que citoyenne? Parce qu'on avait vu ça, je peux vous citer les noms des gens ici. Aussi bien en tant qu'avocate qu'en tant que citoyenne. Là, je parle de ma propre expérience. Ah, Je vous vous n'étiez dis, pas au Congo en tout cas. je vous dis que personnellement, je n'ai pas eu d'écho d'un des compatriotes, en tout cas porté à ma connaissance, avoir été arrêté dans ces Ah, donc conditions-là. le Mouyambo, ça ne vous dit rien. Comment il s'appelle encore l'autre est parti, les noms est parti. Il ne vous dit rien. Tous ces jeunes gens qu'on avait arrêtés des mouvements citoyens, ça ne vous dit rien. Les Lucha, les Filimbi, les Echa, tous ces jeunes gens incarcérés pendant des mois et puis rejetés après. Des gens comme Radek, un rappeur qui a été arrêté, qui a fait plus de 6 mois sans qu'on ne sache exactement là où il était. Il a surgi un autre jour et puis tout ça, vous n'étiez pas au Congo, vous n'étiez pas au courant de tout ça. J'étais au Congo et à ma connaissance, d'après les informations portées à ma connaissance, comme je le dis, ils étaient dans différents cachots de la NER. Et à dire que c'était des cachots qui hier étaient ouverts, aujourd'hui fermés, je voudrais que les services peut-être rendent public ou même certaines autres structures de Moi, la société je civile vous dis. qui sont Georges Kapiamba. Donc, vous n'avez pas. spécialisées. Est-ce que vous Oui, lisez les autres mais bien Est-ce que vous sûr, lisez Georges Kapiamba? nous Est-ce que vous lisons lisez Katende? et nous sommes même très souvent, nous travaillons Mais ensemble. comment vous ne savez pas ces choses-là? Katende produisait des rapports toutes les 2 semaines. Je veux qu'on se Kapiamba comprenne très faisait bien. toutes les 2 semaines, mais aujourd'hui, ils ne le font Mais plus. vraiment, je veux que l'on se comprenne bien. Ne vous en faites pas. On va aller du début. Le président Félix Tshisekedi, il dit, une fois au pouvoir, il fermerait des cachots clandestins. Voilà. Quand il les a fermés, il revient à qui de dire, de communiquer à l'opinion publique que ces cachots ont été fermés? En tout cas, pas le président. Mais Pas pas les le présidents, président pas de les manière services personnelle, Pas mais les ses services non services. plus. Non, pas du tout, madame. On est dans quel Alors, pays? il revient à qui de porter l'information et la Aux vraie à citoyens de l'opinion? constater. Parce que lorsqu'il y avait des arrestations, il y avait des dénonciations et des déclarations. Aujourd'hui, les gens sont encore un peu plus libres qu'avant, mais on n'entend pas ces choses. On n'entend pas les personnes dire ma famille, un membre de ma famille a été porté disparu. On n'entend plus ces choses. Ah, si vous ne l'entendez pas, nous l'entendons. Mais Je de pense qu'on qui? doit... C'est rendu public. Mais donnez-nous deux, La trois noms. Moi, je plupart vous ai cité même plus de 4 de noms. vos confrères, Oui, quelques-uns de vos confrères, oui. ont dénoncé le fait qu'ils étaient arrêtés, Non, portés interpellés. disparus. Non. Madame, là, je vous Voilà. arrête tout à l'heure. Ils étaient, parce qu'il faut rétablir la vérité, Mhm. ils étaient interpellés. Le cas d'Israël Moutomo, par exemple, il était interpellé à l'ANER, il a vu les autorités de l'ANER, il était assis dans de très bonnes conditions, il avait droit à son téléphone, on l'a contacté, il nous a pris au téléphone, il est rentré chez lui calmement, sans égratignure, sans quelque chose de mal. Il a dit, les autres journalistes, je ne veux pas citer le nom, sinon je mettrai un peu de la lumière sur eux, eux-mêmes savent qu'ils sont rentrés librement et tranquillement. En fait, dire ça, ce n'est pas être méchant, c'est juste rétablir la vérité. Je n'ai pas de problème avec cette vérité que tu rétablis. Je ne suis pas en train de te contredire, mais je pense, ça c'est ma conviction, D'accord. que quand le président de la République dit ou qu'il annonce de manière publique et officielle qu'une fois au pouvoir, il fermerait des cachots clandestins, à mon sens, dès que ces cachots ont été fermés, l'opinion publique qui a été informée de l'intention du chef de l'État de la fermeture de ces cachots devrait également être informée de manière officielle. Très bien. Si On va ça n'a pas passer. été fait, il me revient à moi de considérer que C'est caché. l'information n'est pas à ma connaissance. Très bien. Alors, c'était la première partie. La deuxième, c'était l'humanisation. Oui. Pensez-vous que le côté humanisation, il y a eu une évolution
ou vous pensez, par contre, on a beaucoup de régression? Je parle tout simplement des cas, parce que comme vous le savez, les faits sont sacrés. Je ne vais pas modifier les faits. Nous avons tous connu au pays le décès du compatriote Olivier Punga, qui a été torturé dans les cachots de l'ANER jusqu'à rendre l'âme. Ce n'est pas l'ANER, madame. Les cachots des services spéciaux. Oui, ce n'est pas l'ANER, c'est autre chose. Les services spéciaux, je Ouais, voulais dire. Très bien. Et il est décédé. Ça suffit pour convaincre qui veut l'entendre que les services de l'ANER ne sont toujours pas humanisés autant que le peuple congolais l'attendait à travers l'annonce du président de la République. Mais pourquoi vous vous arrêtez là? Pourquoi vous ne dites pas ce qui est venu après? Parce que tous ceux qui ont péri, Armand Matungulu, tous ceux qui ont péri dans les geôles de l'ANER, les gens comme Mouyambo, qui n'ont pas péri, bien évidemment, mais qui ont été torturés, les gens comme Diongo, qui ont été torturés, pourquoi leurs bourreaux n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque interpellation? Mais sous Fachi, tous ceux qui étaient présents ont été arrêtés et condamnés très sévèrement. Ils se trouvent aujourd'hui à Makala. Ça ne vous dit rien? Ça n'ajoute pas du crédit dans ce que vous dites? Il y a deux volets dans les cas tels qu'il est prescrit. Le premier volet, c'est d'abord la responsabilité de l'État de veiller à ce que ces services soient humanisés. Et quand le service n'est pas humanisé, mais parler de la répression de ceux qui ont causé le bourreau n'efface pas la responsabilité de l'État d'humaniser les services de sécurité. Moi, je parle d'une chose, toi, tu parles d'une autre. Non, moi, je veux juste avoir une globalité de la chose. Sinon, on risque d'être des intellectuels inachevés. Le président Félix Tshisekedi n'avait pas dit qu'une fois les agents de l'État torturer les compatriotes, ils seraient arrêtés ou n'est pas arrêtés pour que l'on juge sa promesse ou son projet par rapport à la réalisation. Le président de la République avait plutôt parlé de l'humanisation des services. Et moi, je vous dis que dès lors qu'il y a un compatriote connu et plusieurs autres anonymes qui périssent dans les cachots de l'ANER ou qui subissent des traitements dégradants dans les cachots des services de sécurité, ça convient pour dire que la promesse ou le souhait du président de la République, il peine encore à être réalisé. Lui ne va pas me contredire, quand bien même vous voulez me contredire, parce qu'il a regretté, tout le monde a regretté le décès d'Olivier Punga. Moi y compris. On a condamné ces actions, ces actes-là. En fait, en réalité, madame, ce que nous voulons dire, c'est qu'on n'est pas dans un paradis, on est dans un État. Mais c'est ce que même aux États-Unis, même en France, des bavures policières, cela arrive. Le problème, c'est qu'est-ce que l'État fait après? Est-ce que l'État garde silence? Moi, je voudrais plutôt penser de ce que fait l'État avant. Vous êtes dans l'après, je comprends. Moi, je suis dans l'avant. D'abord, pourquoi? Parce que je suis en train d'analyser l'action du président de la République, qui lui aussi est dans l'avant. Et d'après son souhait, c'est que les services de l'ANER devraient être humanisés, les services de sécurité dans l'ensemble. Vous avez une fixation sur l'ANER. Il ne s'agit pas de l'ANER, là, il s'agit des services tous les services d'intelligence, tous les services d'intelligence, ils n'ont pas encore été suffisamment humanisés ou même pas humanisés parce que ça aurait été le cas. Olivier Punga ne serait pas décédé dans les services dans le bureau des services spéciaux et tant d'autres compatriotes. Il faut lire les différents rapports des structures de défense des droits de l'homme. On vous dira que ce n'est pas seulement Olivier Punga, il y a tant d'autres compatriotes, d'autres ne périssent pas. Alors, dans les 3 ans, est-ce qu'il y a une évolution? C'est ça le problème, en fait. Nous voulons comparer les 3 ans de Joseph Kabila, de Félix Tshisekedi et l'ancien temps. Est-ce qu'il y a une amélioration dans cette humanisation? Oui ou non? C'est ça la question. En fait. Oui, merci pour ta question. Mais moi, je vais te répondre en te disant que l'approche de CEDU, qui est notre structure, n'est pas de faire forcément la comparaison entre le régime du président Kabila et celui du président Tshisekedi. Et ici, spécialement, nous sommes en train de faire une analyse par rapport à ce qu'avait été l'ambition politique du président Félix Tshisekedi, ses prévisions, ses annonces pour son régime. Et 3 ans après, avons-nous aidé le président ou lui-même il s'est aidé à réaliser son ambition, oui ou non? Et là, nous étions dans le secteur notamment de la sécurité par rapport à l'humanisation
des services de sécurité. On a cité un compatriote, on peut en citer tant d'autres, mais d'autres sont dans l'anonymat, qui ont, dans les cachots de l'ANER, été aussi victimes des violations de leurs droits. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui veut à ce que nos compatriotes souffrent dans les prisons ou dans les cachots, mais ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait pour que ces choses-là n'arrivent plus? C'est ça la préoccupation des CEDUC, mais pas forcément faire une comparaison. Pouvez-vous répondre à ma question? Quels sont les points positifs que vous avez retenus dans le parcours de l'humanisation des services d'intelligence? Quelques points positifs selon vous? Je pense que ces points positifs sont à votre connaissance. À ma connaissance, moi, je vous dis que je pars sur les faits. Moi, je pars sur la base. Répondez juste à ma question. Mais je vous réponds. Y a-t-il des points positifs? Je vous réponds en vous disant que je pars sur la base des faits. Et les faits en ma possession font état du fait que il n'y a pas encore des changements dans le traitement de compatriotes. C'est pas vrai. Même si, soyez gentil quand même. Mais je vous dis les faits en ma possession. Mais je vous ai cité 3 cas. Je n'ai pas la même connaissance des faits que vous. Comment faites-vous la politique sans avoir assez d'informations? Je comprends rien, madame. Parlez-moi de ce que vous voulez. Non, pas de ce que je veux. Voilà. Vous avez dit qu'on parle des faits. Parlons des faits. Ok. Madame la musicienne, a-t-elle chanté oui ou non contre quelque chose ou pour quelque chose? Elle a été interpellée pour ça, au niveau de l'ANER. A-t-elle été brutalisée? Non. A-t-elle été inquiétée? Non. A-t-elle passé la nuit? Non. Elle est rentrée chez elle en femme libre. Elle avait son téléphone. Je prends un exemple, ce cas-là. Je reviens dans le temps passé. Un musicien, un rappeur, Radek, qui était arrêté dans les mêmes circonstances, condamné, arrêté, on l'a oublié, plus de 2-3 mois après, il surgira plus tard, très effacé, parfois ramolli, il peut le dire aujourd'hui. Alors, je prends ce fait-là, je vous donne un autre fait, Israël Mutombo, je vous donne un autre fait, 2 autres journalistes qui étaient interpellés à l'ANER, ils sont tous rentrés en homme libre, sans égratignure, sans blessure, sans rien, sans témoignage de torture. Alors, comment ces faits-là, qui sont passés à Kinshasa, que tout le monde connaît, mais bizarrement, vous ne le connaissez pas? C'est ça mon inquiétude. Je ne dis pas que je ne connais pas, mais je commence par vous dire que moi, je ne vais pas verser dans la polémique, pardon, excuse-moi, dans la polémique qui consiste pour la plupart des cas à comparer le régime du président Félix Tshisekedi à celui de Joseph Kabila. Moi, ces choses-là, ça ne m'intéresse vraiment pas. Moi, je voudrais partir sur la base que, est-ce que les compatriotes, face au service des renseignements, sont-ils traités convenablement ou pas? Il y a des exemples de ceux qui sont traités humainement, ce qui est à saluer. Il y a des exemples de ceux qui ne sont pas traités humainement et qui, pour certains, ont même péri et perdu leur vie. Vous connaissez qu'un seul cas, un seul cas de meurtre qui est condamnable, il n'y a qu'Olivier Punga. Mais puis après, vous n'arrivez pas à citer. Si on est arrivé là, c'est parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de changement. Alors, vous avez dit que vous n'êtes pas au courant de tout ce qui s'est passé, de ceux-là qui étaient traités dignement. Heureusement, dans votre propre réponse, vous dites que oui, il y a des cas quand même qui ont été signés. Parce que je ne viens pas pour la polémique. Non, il n'y a pas de polémique. Je suis en train de partir sur la base des faits. Les faits, quand ça vous intéresse, c'est sacré. Ce n'est pas question d'intéresser. Non. Je comprends rien. La polémique, elle consiste en ce que de comparer ce qui a été fait sous le président Kabila par rapport au président Tshisekedi. D'autres sont là pour la polémique. Je le comprends. En fait, je le comprends. Mais je vous informe que moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis sur une analyse objective de voir ce qu'a été le souci du président Félix Tshisekedi et les réalisations des services qui sont supposés travailler par rapport à son souci. Et je vous dis qu'il y a certains compatriotes qui ont été traités humainement et d'autres non. Alors, il y en a dans l'anonymat, il y en a dont les noms sont connus. C'est ce que je voulais que vous puissiez dire. Mais parce que j'ai senti que vous avez omis volontairement ce fait. Voilà pourquoi je vous ai rappelé. Mais on peut poursuivre notre émission. Je n'ai rien omis. Très bien, on peut poursuivre. J'étais sur les cas qui étaient déplorables. D'accord. Mais pour rejoindre votre volonté, je vous dis, attends, s'il te plaît. Vous êtes mon invité, vous avez la plus belle part possible.
Moi, je n'ai que des Oui, questions. je vous réponds. D'accord. Je voudrais renchérir en vous disant que Euh, les services qui hier avaient travaillé sous le régime du président Kabila sont les mêmes qui ont travaillé aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça veut dire que hier, il y avait aussi des personnes qui ont été interpellées par l'ANER et traitées humainement. Moi, euh, en tant qu'avocat, même j'en si ce n'est connais pas pas. de ça que je dois parler, on a eu plusieurs fois accompagné des citoyens lambda à l'ANER, ils ont comparu, ils sont rentrés dans leur maison. De la même manière qu'aujourd'hui, il y en a qui ont comparu, qui sont rentrés, tout comme d'autres Pouvez-vous qui ont comparu et qui ont perdu la vie. Mais au moins, madame, on est d'accord sur le fait que ceux qui sont arrêtés, en fait, vous ne voulez pas la comparaison, ça ne sert à rien d'arrêter dans la comparaison, parce que vous-même vous amenez sur un terrain de comparaison, alors ça ne sert à rien. Poursuivons votre analyse, et je dois me rassurer que vous êtes à l'aise. C'est d'abord le premier Oui, pas. ouf, Très je bien. suis allée. Allons-y maintenant. Là, c'était le problème de sécurité. Alors, un autre élément, dans quel autre secteur vous pouvez analyser objectivement les soucis du président de la République et une réalité contraire dans la pratique? Notamment dans le secteur de l'enseignement, le Très bien. souci du chef de l'État était de voir tous les élèves Aller à l'école aller à l'école gratuitement. gratuitement au niveau du primaire, mais la réalité est que Malheureusement. malheureusement, Malheureusement. la gratuité n'est pas effective et je pars encore sur la base des faits parce que le chef de l'État vient d'une tournée dans le Grand Kassai. Il a fait le bonheur à nos compatriotes de ce coin de la République de s'exprimer librement sur ce qu'il en est de son action par rapport à leur vie au quotidien et à plusieurs endroits. Vous avez vu le compatriote dire que la gratuité n'était pas du tout effective. Selon vous, Ça, c'est aussi à regretter. selon vous, pourquoi cela est fait comme ça? Pourquoi il y a ce sentiment d'échec au niveau de la gratuité de l'enseignement? Est-ce parce que le programme n'a pas été étudié en avant? Est-ce qu'il n'y avait pas une planification? Est-ce qu'il y a eu coterie, copinocratie? Selon vous, qu'est-ce qui a été à la base de ça? Selon moi, un programme du gouvernement ne peut véritablement réussir que quand il y a une politique clairement analysée bien avant et un climat politique apaisé qui permette aux uns et aux autres d'accompagner cette vision-là. Parce que, comme disait Étienne Tshisekedi, la vie de la nation, c'est entre les mains de la classe politique. Ce n'est pas seulement entre les mains de la classe politique dirigeante, y compris la classe politique non dirigeante, c'est-à-dire l'opposition, mais aussi la société civile. Mais quand on met en place un système de la gratuité de l'enseignement, dans les conditions où certains pensent que des projets sont confiés à des individus qui n'en ont pas qualité. Certes, c'est le gouvernement de la République qui s'occupe de tout, mais vous verrez qu'il y a des projets par-ci, par-là qui sont confiés à des individus. L'impression des bulletins, l'entretien avec la lutte contre Covid-19, il y a des frais qui ont été déboursés, il y a des frais de l'argent qui n'est pas bien canalisé pour arriver à destination auprès des enseignants, il y a les frais de fonctionnement qui ne sont pas mis à la disposition des écoles, parce que le problème n'est pas seulement la gratuité de l'enseignement, mais il faudrait garantir aux enseignants notamment les meilleures conditions de travail, ça veut dire mettre à la disposition des écoles des frais de fonctionnement, améliorer les traitements des enseignants, ce sont les choses qui n'ont pas suivi et du coup, les enseignements ont perdu de leur qualité. Est-ce que vous pensez que on serait parti légèrement, je veux dire, étape par étape, step by step, on aurait gagné beaucoup de temps que d'aller directement avec une gratuité globale? Oui, je le pense. Hein. Je pense surtout que le régime du président Félix Tshisekedi a voulu tout simplement mettre une cassure avec les gouvernances d'avant lui, contrairement à ce que prévoit la Constitution de la République. Qui, à son article 69, parle de la continuité de l'État. Et quand le chef de l'État, Félix Tshisekedi, arrive au pouvoir, il a eu
tendance, en tout cas par lui-même ou par d'autres, la tendance de faire voir à l'opinion ou même au peuple congolais que lui venait avec des innovations, que sous l'époque de ceux d'avant, la gratuité n'était pas respectée. Donc, ça a eu une connotation politique. Et quand vous donnez à une mesure comme celle-là, qui pourtant est salutaire, une connotation politique, attendez-vous que ceux qui ne sont pas dans les circuits ne vous accompagnent pas. Parce que c'est déjà l'image que vous avez donnée au peuple de dire que voilà, nous avons réussi là où d'autres ont échoué. Alors là, c'est le président ou c'est les autres qui le disaient comme ça? Aussi bien les autres que lui-même dans ses différents discours. Est-ce que le président a déjà dit a déjà tenu un langage dans ce sens-là? Genre, un peu comme pour dire, un peu du triomphalisme, que moi je vais faire ce que eux n'ont pas pu faire. Mais c'est sur YouTube. On peut tous les lire, on peut tous les suivre, un peu partout. Il a dit ça, que je vais faire mieux que les autres, je sais pas. Je n'ai jamais entendu un discours pareil. Le président de la République, notamment, en face de Christian Lusako et Françoise Bouela, il a répondu à l'une des questions en disant, mais pourquoi vous êtes plus exigeants à nous qu'à ceux qui nous ont précédés? Pour moi, c'est déjà mettre une ligne de démarcation entre les présidents tels qu'ils se sont succédés et ça casse, selon moi, l'élan de la continuité de l'État. Mais c'est normal, vous direz la même chose. Je n'ai pas dit que c'était anormal, je vous dis que c'est ça mon appréciation et ma lecture. Si vous étiez présidente aujourd'hui, ben, vous n'allez pas accepter qu'on vous compare ou vous n'allez pas accepter qu'on vous traite assez durement avec un peu de temps que vous avez par rapport aux autres. C'est tout à fait logique. Je le comprendrai totalement, totalement, je le comprendrai et je tiendrai les discours du président de la République du départ, notamment celui du jour de l'investiture où il a dit que mes prédécesseurs avaient fait leur part, moi je suis en train de faire la mienne. Mais au moment où la coalition s'est rompue et que l'union sacrée a pris naissance, on a totalement remarqué dans la communication de ceux qui sont au pouvoir une cassure, je reviens sur ça, entre ceux... Ben oui, pour vous c'est normal, pour nous, comment ça, pour ça n'aurait pas dû être le cas. Non, attendez 2 secondes, madame, vous n'allez pas demander à Macron d'endosser la responsabilité d'Hollande. Non, Macron vous dit clairement que là c'est Hollande, ça c'était sa façon de voir les choses et moi j'ai ma façon de voir les choses. On a entendu Biden le dire, ça c'était, il dit par exemple en Californie, je sais pas, dans un état où il dit non, ça c'était Trump, moi j'ai autre chose à faire. Mais c'est toujours ça d'ailleurs. Cela n'a rien à voir avec la continuité des services. Les services continuent à exister, mais la façon de faire, la méthodologie, elle est différente. Et mais si quelqu'un veut s'en prévaloir, pourquoi dire que c'est... Tout à fait. Oui. Mais quand on se met dans la posture de critiquer le prédécesseur, parce que la critique, elle doit venir du peuple, notamment. La critique, elle doit venir des analystes politiques des politiques. Pas du gouvernement? Je ne vois pas comment le gouvernement ou le président de la République devrait critiquer, dans sa peau du président, critiquer le prédécesseur. Alors moi, je ne suis pas de cet avis-là. Mais est-ce que vous suivez la politique internationale? Mais elle est faite que de ça. C'est tous les jours de la vie qu'Obama critiquait la politique de ses prédécesseurs. Mais je ne suis pas là. C'est tous les jours je ne suis pas en train de saluer la politique. Mais alors vous n'allez pas saluer ce qui se passe universellement. Mais je comprends pas. Mais quand je ne les salue pas, venant du président Tshisekedi, n'attendez pas que je les salue venant de Macron. Mais on est dans quel paradis? On est dans quel monde? Je vous dis que moi, par exemple, à cette place-là, parce que ce n'est pas impossible, je peux, dans quelques mois, dans quelques années, devenir le président de ce pays. Oui, le chef de l'État vous a souhaité ça. Il a dit qu'il voudrait bien être remplacé par une femme, ça il a dit. Oui, en tout cas, depuis ce jour-là, c'est devenu mon rêve. D'accord. Et moi, au sommet de l'État, je ne viendrai absolument pas critiquer la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Je voudrais bien vous voir. Tout simplement, j'y rappellerai. Déjà que vous le faites avant d'arriver au pouvoir. Mais je ne suis pas le président de la République. Non, je dis, vous le faites, mais non, vous allez le faire demain. Non. Okay, la casquette va changer. Je ne peux pas avoir le même discours en n'étant pas aux affaires et tout en étant aux affaires, sachant que la Constitution de la République consacre la continuité de l'État. Je viendrai certes rappeler les faits en disant
que sous le régime de Mobutu, voilà ce qui avait été fait, voilà comment la politique avait été définie. Sous Mouzé, c'était autrement, sous Kabila fils, c'était autrement, sous Félix Sekedi, ça s'est passé de telle ou de telle autre manière. Voilà, pour nous, ça va se passer de telle ou de telle autre manière. Ça, c'est rappeler les faits. Mais c'est pas allez, critiquer. non, C'est quoi critiquer? ça, c'est rappeler les faits. De critiquer pour Mais vous? le contenu de la critique, c'est celle de dire que ceux-là auraient dû faire tel que moi je fais maintenant. Je vous donne un exemple. Il a déjà dit ça? Je vous donne un exemple. Donnez-moi un exemple, je attendez, voudrais bien. Allez-y, vous attendez, avez moi je suis généralement objective dans ma façon de voir les choses. J'ai dit généralement, étant humain, on peut toujours avoir quelque part une attitude partisane. Mais je parle notamment de la gratuité de l'enseignement. Sous le président Kabila, il a privilégié d'autres secteurs, notamment le secteur politique, le secteur de la démocratisation de l'État. Parce que c'est sous son régime qu'on a connu les débuts, on va dire, du cycle électoral régulier. Dès sa première année... Vous dites régulier? Dès sa première année de la prise de fonction, c'est-à-dire en 2001, il se rend compte que la société civile n'est pas organisée, la vie politique n'est pas non plus organisée. En 2001, la même année, il vote la loi, il signe la loi, comment on dit, la loi qui organise les ASBEL, la loi qui va cette fois-là régir la société civile. Elle date de 2001. On va à la transition, la constitution de la transition, on va au référendum, on va en 2006, on va voter la constitution et ainsi de suite, on commence à connaître des cycles électoraux. Ça veut dire qu'il avait centré son action, notamment dans ces secteurs-là. C'est discutable, malheureusement, je ne suis pas Oui, c'est discutable, hein, mais je pense que parmi ses réalisations, il avait mis l'accent sur le secteur politique et l'administration électorale, ainsi de suite. Le président Félix Sekedi, il vient. Pour lui, le cheval de bataille, c'est notamment la gratuité de l'enseignement primaire. Et l'état de droit. Et l'état de droit. Mais dans sa communication et dans la communication de ses membres, vous entendrez les gens dire que sous Joseph Kabila, il avait violé la Constitution en son article 44 parce qu'il n'avait pas mis en pratique comment on dit, la gratuité de l'enseignement. C'est ça critiquer. Attendez. Oui, moi je voudrais qu'on parle du président parce que si on parle vous m'avez demandé les contenus de la critique. Non, par rapport au président, pas par rapport aux autres, parce que là, finalement, on va se perdre. Oui. Je parle du président. Ma question est simple. Est-ce que, selon vous, avez-vous entendu le président critiquer l'ancienne administration? Si oui, dans quel secteur? Comme ça, on pourra donner le contenu de la critique dans cela. Encore que moi, je ne suis pas contre le fait qu'un président critique son prédécesseur. Je ne suis pas contre ce fait. Si je suis président, je vais critiquer comme j'entends. Mais je proposerai beaucoup plus. Parce que ma critique ne sera pas inachevée. Comme vous voulez. Oui. Mais maintenant, je voudrais savoir, parce qu'en vous entendant, on dirait qu'il y a un mélange entre les partisans du chef de l'État, ceux qui l'accompagnent, critiquer. Est-ce que vous l'avez entendu lui-même faire des critiques? C'est ça la question. D'abord, je dois dire que vous êtes le journaliste, c'est vous qui orientez l'émission. Mais moi, mon appréhension était celle de faire l'analyse du chef de l'État par rapport à ce qu'il a prévu de faire, par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'on entend voir dans les jours à venir. Mais vous voulez plus que l'on parle du chef de l'État. Oh, mais attendez, non, mais moi, je ne suis pas venue pour ça. Moi, je suis venue pour ses réalisations et pour lui. ce qu'il attend faire. C'est pas lui. Ce n'est pas lui. On ne parle pas de sa personne. Mais si vous voulez cette gymnastique, moi, je vais les faire. Pas du tout. Oui. Pas du tout. Non, pour répondre alors à votre question, je voulais d'abord mettre un bémol. Parler de ses réalisations. Non. On peut ne pas parler du président Félix Sekedi, mais parler tout simplement de ses idées et de comment elles sont en train d'être implémentées dans la vie de la nation. Pour moi, le président Félix Tshisekedi n'est pas l'homme Tshisekedi. Pour moi, le président Tshisekedi, c'est l'institution président de la République avec toutes ses réalisations. Le débat des bas échelles, c'est de dire Félix Tshisekedi. Moi, je parle du président actuel de la République démocratique du Congo. Ça pouvait être Max, ça pouvait être Karl, ça pouvait être Joseph. On serait dans le président et dans ses réalisations. Prenons ça globalement. On va pas c'est séparer. Pourquoi vous voulez qu'on sépare? Ben moi, je veux absolument que l'on sépare parce que ce qui intéresse le plus le Congolais, en tout cas ceux qui nous suivent, ceux qui trouvent de l'intérêt dans ce que je dis, c'est mon appréhension par rapport à ce qu'a été le souhait
du président Tshisekedi à la prise de ses fonctions, ou même quelques temps avant, donc dans l'opposition, et les réalisations, et ce que pense le peuple de ces réalisations à ce jour. On a parlé du premier secteur, on a pris le second, où on est tous d'accord, je ne sais pas si vous aussi, que la gratuité de l'enseignement est en train de battre des l'aile. Même si après le ministre vous dit qu'il continue à fournir des efforts, et nous lui souhaitons plein succès dans ses efforts. La gratuité de l'enseignement est un échec. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs pour comprendre. Il s'agit bien évidemment d'un échec, et moi je le dis, enfin, c'est mon point de vue personnel, hein, en tout cas c'est un échec. Mais puis après, maintenant, autre chose, dans d'autres secteurs par exemple, est-ce que vous sentez des choses positives et négatives avant d'arriver dans le secteur de l'enseignement? Qu'est-ce qui est positif selon vous? Ben, ce qui est positif, c'est ce souci de rendre effective la gratuité de l'enseignement. Mais ce qui est négatif, c'est tout le contour. Le contour qui a fait qu'à ce jour, on constate un échec, même si on ne l'avait pas voulu. Et un autre secteur qui vous intéresse, prenons les institutions de la République. Est-ce que vous pensez que les institutions se portent mieux aujourd'hui qu'avant, ou vous pensez que 3 ans, les 3 ans ont suffi pour nous donner une belle image de nos institutions, ou nous sommes en train d'assister à la vandalisation de toutes les institutions de la République? Avant ça, on pourrait d'abord parler des LIGEF. Des LIGEF, parce que pour beaucoup de gens, c'est la grande réussite du président Félix Tshisekedi, même si moi je ne partage pas cet avis. Pourquoi? Parce que l'IGEF relève de la présidence de la République, ça veut dire du pouvoir exécutif. Et par le passé, à mon avis, c'était une institution pour accompagner différentes institutions dans la réussite de leur planification. Mais sous le président Félix Tshisekedi, cette institution, donc l'IGEF, c'est plus substitué à une institution qui relève du pouvoir judiciaire. Pardon, du pouvoir judiciaire, oui, judiciaire. Si bien que, quand vous écoutez les juges de la Cour de compte parler, ils vous disent nettement que l'IGEF s'est arrogé les attributions de la Cour de compte. C'est en cela que j'estime que les réalisations de l'IGEF, elles auraient été faites par la Cour de compte, on resterait dans la logique et dans le droit chemin. L'IGEF devrait plutôt accompagner les institutions de la République à réussir leurs projets. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le chef de l'État, qui confie des responsabilités au ministère, à ses collaborateurs, à tous les niveaux, qu'après qu'ils mettent à côté un patrouilleur ou un policier, un chien de chasse, pour après les arrêter. Ça crée même de la tension, ça crée un climat qui n'est plus apaisé, au point que, moi, c'est vrai que l'intention est bonne, mais j'aurais voulu que ces attributions soient totalement confiées au pouvoir judiciaire, notamment à la Cour de compte. C'est discutable, chacun a son avis. Mon avis, c'est celui-là. Je ne sais pas, c'est quoi ton avis? Non, mon avis, Madame Odia, je suis totalement effaré quand je vous entends dire ça. Est-ce que vous avez lu la loi portant création de l'IGEF? Parce que si vous avez lu la loi portant création de l'IGEF, vous comprendrez tout de suite qu'il n'y a aucun empiètement entre l'IGEF et la Cour de compte. Ça, c'est dans la loi, mais dans l'effectivité, c'est ça le problème. La véritable question, c'est de savoir pourquoi la Cour de compte n'a jamais été mise en place. Non, ce n'est pas ça la question pour moi. Pour moi, la question, c'est le constat plutôt, c'est que dans l'effectivité, l'IGEF, il s'arroge des attributions de la Cour de compte. Je ne suis pas la seule à dire ça, parce que même les juges de la Cour de compte disent la même chose. Les juges de la Cour de compte qui le disent, ils ne vous disent pas vrai. Ou alors, ils se cachent pour ne pas dire la vérité. Ils ne veulent pas prendre les choses du bon côté. En fait, le problème, c'est de nous dire d'abord nous-mêmes. Est-ce que nous pouvons faire une analyse globale, une analyse holistique, que ne pas rester sur les constats? Pourquoi la Cour des comptes n'est pas opérationnelle? C'est la question qu'on doit savoir. Qui a interdit à la Cour des comptes de faire le travail? Ce n'est pas l'IGEF.
C'est pas l'IGF, il faut trouver la responsabilité ailleurs. Donc, en réalité, ici, la véritable problématique, c'est que l'IGF n'a-t-elle pas le droit de contrôler les finances publiques? Est-ce que ce que l'IGF est en train de faire sort de la loi? Est-ce que ce que l'IGF est en train de faire viole la loi? Du moment où l'IGF ne viole pas la loi, vous n'allez pas demander à l'IGF d'aller installer la Cour des comptes. C'est à la Cour des comptes elle-même de s'organiser. C'est au président de mettre en place la Cour des comptes. Du moment où ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'IGF la responsabilité. Aussi, vous dites que l'IGF est en train de... Vous dites qu'elle fait un peu... Elle est dans le service, dans le pouvoir judiciaire et tout. Mais, Madame Moudia, vous êtes avocate, et d'ailleurs l'une des meilleures avocates de mon pays. Vous n'allez pas aujourd'hui mettre l'IGF sur le banc d'accusés pour ses élots, pour ses compétences et pour ses hauts faits. Tout le monde salue aujourd'hui l'avènement de l'IGF. Ce n'est pas Tshisekedi qui l'a inventé, l'IGF existait déjà à l'époque de Kabila. Même à l'époque de Mobutu, ça existait. Maintenant, il fallait mettre un peu de la lumière à l'IGF. Aujourd'hui, les voleurs, les maraudeurs, tous ces farceurs ont peur. Il y a la peur des gendarmes, comme on le dit. Le contrôle concomitant, le contrôle a posteriori. Tous ces contrôles-là ont fait en sorte que nous puissions gagner autant d'argent qu'on avait avant. Tenez un exemple, un chiffre simple. À l'époque, les régies financières pouvaient enregistrer un record de 500 millions de francs seulement. Je veux dire, de 500 millions de dollars. Mais avec l'IGF, on est à 900 millions de dollars. 800 millions de dollars, c'est vrai. Par rapport au rapport Luzolo, ce n'est pas suffisant. Mais par rapport à ce qui était dans le temps, on voit quand même une certaine évolution. Est-ce que vous ne le voyez pas? Excusez-moi, j'ai été long dans mon explication, mais est-ce que vous ne le voyez pas? Mais moi, je ne suis pas tout le monde. Que tout le monde salue les réalisations de l'IGF. Moi, je reste moi et j'ai fait une analyse critique. Mais tant pis que les gens pensent que je suis à côté de la plaque, mais c'est ça ce que moi je pense. Mais pensez avec les textes, pensez avec la loi. Mais bien, attends. Ici, il est d'abord question de faciliter au président de la République sa politique. Et lui faciliter sa politique, c'est veiller à ce que cette politique ait de retombées sur la vie des populations. Vous dites qu'on a épargné ou qu'on a encaissé beaucoup plus d'argent. Mais ça, c'est les chiffres et puis les lettres. Dans l'effectivité, il y a sur les marchés la flambée des prix. Attendez, Madame attendez, Odia, attendez. Ça, c'est pas votre niveau, attendez, s'il vous plaît. Mais ça, c'est pas votre niveau. Attendez, vous n'allez pas attendez. Ça, on parle des choses. Attendez, on ne parle pas des deux choses. Attendez. Flambée des prix et recettes, vous dites mais la même je chose. vous explique. Allez-y. Où est-ce que je puise les traits d'union? Allez-y. Quand on a suffisamment des recettes dans les caisses de l'État, c'est qui pour vous ou pour plusieurs d'autres, c'est aussi le résultat des efforts fournis par l'IGF. Essentiellement. Mais ça devrait financer la vie économique du pays. C'est en cela que je vous dis que je puise mon trait d'union entre ce qui sont les réalisations de l'IGF par rapport au trésor public et ce qui devait être leurs conséquences dans la vie de la nation et dans la vie des compatriotes. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est ce qui m'est... Non, moi, je ne vois... Mais pourquoi on va s'égarer comme ça? Je vous dis que je reconnais que c'est deux choses différentes. Mais dans mon analyse, je mets un trait d'union et je vous explique la provenance de ce trait d'union. Le problème, madame, c'est que vous voulez juger l'IGF pour les fautes du gouvernement, ça ne se conçoit pas. L'IGF, son travail, c'est de contrôler. L'IGF, c'est comme un chien qui a vu un voleur, il aboie. Au propriétaire de mettre la main. Ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui voulez. Mais l'IGF n'a pas des cachots, madame. Attendez. L'IGF n'a pas des cachots, c'est pas l'IGF qui arrête les gens. L'IGF contrôle les finances publiques. Vous avez pris l'argent de l'État pour construire de ponts. L'IGF vient poser la question. Combien avez-vous fait? Combien avez-vous réussi? Et ça s'arrête là. Et l'IGF fait son rapport en disant, Madame Odia avait 15 000 $ pour faire les routes. Nous nous sommes rendus compte que les routes n'ont coûté que 2 000 $. Et ça s'arrête là. C'est à la justice maintenant de venir prendre Madame Odia. Venez. Mais si la justice ne vous arrête pas, ce n'est pas le problème de l'IGF. L'IGF récupère l'argent de la République. Au lieu de 700, l'IGF vous amène 900. Si vous faites ça pour acheter les maisons à vos femmes et vous ne réglez pas les problèmes de la société, c'est plus l'IGF. Alors le problème, c'est que pourquoi voulez-vous juger l'IGF sur des fautes ou pour les fautes commises par d'autres structures? Je vous trouve assez sévère avec l'IGF. Je voudrais que vous ne fassiez pas croire à ce qui nous suivent que je suis contre l'IGF ou contre sa façon de faire les choses. Madame. Mais je suis tout simplement en train de dire que moi, j'aurais voulu que dans la mission de contrôle de l'IGF, qu'elle ait pour objectif d'accompagner les politiques,
la politique nationale dans sa globalité, ensuite les politiques sectorielles. Mais pas le contrôle dans le sens des faire arrêter, ouais, c'est ça vraiment le terme, mais vraiment, je suis d'accord de ce contrôle, mais le contrôle dans le sens d'accompagner les secteurs, pour amener la Cour de compte cette fois-là à vérifier si la politique n'a pas été bien appliquée ou même que l'accompagnement de l'IGF, par exemple, n'a pas été bien capitalisé par les secteurs concernés et que finalement, il y a eu une mauvaise gouvernance, une mauvaise gestion des ressources publiques, ainsi de suite. C'est là ma préoccupation. Est-ce que vous pensez Sans être contre l'IGF, mais je pense qu'on pouvait en donner un autre contenu, rester sur la notion du contrôle, mais dans le sens d'accompagner les ministres et tous les autres tous les autres agents de l'État, plutôt que les contrôler savez, dans le sens de les arrêter. Oui, mais bon, l'IGF n'arrête pas, l'IGF fait juste le rapport. Dans le sens de les faire arrêter, pardon. L'IGF fait juste le rapport. Mais madame, est-ce que vous avez comme suivi que la Banque mondiale, les communautés, on appelle ça comment encore, je crois, la Commission économique américaine, un truc du genre, toutes les organisations internationales félicitent l'IGF. Et aujourd'hui... Moi, je dis, mais je ne fais pas le contraire. Non, je ne dis pas que vous faites le contraire. Je dis, aujourd'hui, même au niveau national, au niveau international, on a comme l'impression, quand vous posez la question aux gens, dans quel secteur Fatih réussit, les gens ont tendance à dire IGF. Alors, est-ce que vous voulez... Avez-vous l'impression que la Cour de compte a été volontairement effacée au profit de l'IGF? Est-ce que c'est ça votre inquiétude? Bon, c'est ce que pensent les concernés. C'est ce que pensent les concernés. Nous sommes aujourd'hui à 3 ans. Quel est votre jugement? Mais si les concernés disent cela, moi, ça me convainc. Personnellement, ça me convainc. Et nous sommes à 3 ans du régime du président Félix Tshisekedi. On ne peut plus dire pourquoi et comment. C'est chaque jour sur les médias que les juges de la Cour de compte disent qu'ils ne sont pas rendus actifs, ainsi de suite, et que le pouvoir n'a encore pas réagi. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais vous poser une question sincère. Avez-vous déjà rencontré M. Gilles Alinguédé? Non, pas encore. Avez-vous déjà rencontré un inspecteur de finances pour lui poser des questions? Parce que si ce n'est pas encore arrivé, je peux vous arranger de rendez-vous. En tant qu'intellectuel, en tant qu'avocate, vous aurez peut-être beaucoup plus d'éclairage. Jean-Claude Katende, Georges Kapiamba et toutes les autres organisations, très souvent, ils approchent les sources pour avoir des informations. Si vous en avez besoin, nous pouvons trouver, comme ça, vous aurez une idée claire. Comme vous avez déjà été approché par les juges de la Cour des comptes, ou directement ou indirectement, tout dépend de votre recherche, nous pouvons encore organiser comme ça, que vous ayez totalement des idées claires sur des questions, et puis apporter votre touche scientifique. Peut-être ça peut faire avancer le pays. Si vous me donnez cette charge-là, je peux le faire. Bon, dans le sens tout simplement formel de vous donner les informations possibles. Ça peut nous aider, nous tous aussi, à avoir... Mais moi, là, je n'ai pas de problème, mais cela ne m'empêche pas à analyser comme tous les autres. Même tout cela que vous dites, saluer les réalisations de l'IGF, ils n'ont pas forcément été en contact physique avec lui. Et moi, je fais... Oui, voilà, oui, non, quand je dis, on parle juste de l'institution. Oui, mais sinon, on le suit à travers ses différentes sorties médiatiques, on comprend comment il travaille, et on a le droit, en tant que compatriote, en tant que président des structures, de faire une analyse. Exactement. Et de penser qu'il aurait fait mieux, peut-être pas lui, mais pas lui l'individu, mais sa structure aurait fait mieux plutôt d'accompagner les politiques publiques plutôt que on va dire, de faire le chien de garde. De les traquer. Pourtant, voilà. C'est ça, son rôle principal, c'est de traquer les finances publiques. Il est en réalité le policier des finances publiques. Et quand la Cour de compte sera installée, vous allez voir même qu'elle sera beaucoup plus dangereuse qu'avant. Et moi, au sommet de l'État, je confierai d'autres missions à cet IGF-là. Et la mission qu'il accomplit aujourd'hui, je la laisserai à la Cour de compte. La Cour de compte sans l'IGF est bancale. L'IGF sans la Cour des comptes est orpheline. C'est au moins cet exemple-là. Il faudrait que les deux marchent ensemble pour qu'ils fassent bien les choses. Oui, mais ils marchent ensemble, mais qu'ils ne fassent pas la même chose ensemble. Si en tant que président de la République, vous pensez confier une autre mission à l'IGF, il vous faudra changer la loi, tout simplement. Il faudra changer la loi. Mais bien sûr, parmi les regrets que j'ai, de la gouvernance du président Tshisekedi, c'est qu'il n'y a pas des réformes. Il y a quelquefois que les lois qui ont été trouvées, mais qui sont interprétées à la manière de ceux qui la lisent aujourd'hui.
C'est notamment ce que vous venez de dire. Moi, à la tête du pays, je prendrai, je mettrai des réformes, notamment dans le secteur de l'IGF, pour lui donner la mission que je pense être la meilleure C'est quoi la en mission? vie. Mais je ne suis pas encore président de la République. Quand je le deviendrai, vous saurez ce que sera ma vision dans ces secteurs. Et vous ne pouvez pas donner ça pour l'intérêt de tout le monde. Mais bien sûr, je vais l'étudier avec mes experts. Ce Non, n'est pas encore fait. Très bien. Alors, donc voilà, je comprends que... On va terminer cette émission, mais il y a une autre question très rapidement, c'est la question politique maintenant. Oui. La tension politique. Vous avez soutenu à un moment donné l'UDPS, vous avez soutenu à un moment donné le président de la République, quoique Oui. aujourd'hui vous êtes la plus farouche, on va dire. Mhm. Bon, ça c'est peut-être pour vous taquiner un peu. Oui. Comment voyez-vous ces conflits entre Kabound, UDPS et tout le reste? Bon, pour moi, c'était quand même prévisible parce que le parcours de l'UDPS, en ce moment, il a tout simplement démontré que il a du mal à rester fidèle à ses collaborateurs, à ses partenaires. On a vu ça avec Kamere, même si ça va un peu vous déranger. Pourquoi, mais c'est ça pourquoi me l'impression que déranger? nous avions. Pourquoi me déranger? Permettez-moi d'avancer. On a vu ça d'abord avec Martin Fayoulou à Genève, ensuite avec Kamere, après avec Joseph Kabila, et quelques temps, maintenant là c'est avec Jean-Marc Kabound. Moi, en tant que citoyenne, j'ai dit ça ailleurs, je le répète ici, que le départ de Jean-Marc Kabound ne me dérange absolument pas parce qu'il n'a pas servi la République. Il avait promis de jouer un rôle majeur dans l'amélioration de l'administration de la justice. Il ne l'a jamais fait. Il avait joué un très mauvais rôle dans le dossier RAM. On connaît encore sa phrase où il dit « Certes, le peuple est en train de souffrir de ces taxes, mais ici, c'est une question politique. Nous devons d'abord sauver l'Union sacrée. » Aujourd'hui, l'Union sacrée ne l'aide pas. Et pour moi, pour n'avoir pas défendu le peuple, mais plutôt défendu l'Union sacrée, moi, étant une structure de la société civile, je ne les défends pas non plus. Dans son conflit avec Mme Janine Mabunda, Mme Janine a été plusieurs fois victime des injures graves, touchant même à sa féminité. Nous n'avions jamais entendu les militants de son parti, très bien identifiés, être interpellés par rapport à ces injures qu'ils avaient faites, non seulement à Janine Mabunda, mais à toutes les femmes congolaises dans l'ensemble. Donc, pour ces trois raisons, que Kabound parte, moi, ça ne me dérange pas. Mais du point de vue politique, j'ai toujours pensé que l'intention de Kabound, en annonçant sa démission, n'était pas de démissionner, n'était pas non plus de faire chanter le président de la République comme certains le pensent, mais c'était tout simplement de créer un incident pour amener le chef de l'État à mettre l'UDPS local et l'UDPS de la diaspora, qui aujourd'hui se trouvent un peu en conflit, les mettre ensemble et dégager un entourage qui soit favorable, qui soit capable d'accompagner le président de la République dans sa mission. La preuve est que il a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il devrait démissionner, mais il ne l'a jamais formalisé. Ça suffit pour se convaincre du fait qu'il n'avait pas envie de démissionner. Mais malheureusement, on se rend compte que dans son entourage, les gens n'attendaient que ça. Il devient à ce jour les chiens à abattre, c'est ce qui est regrettable. Voyez par le passé, le président Kabila, menacé d'une certaine manière par Bahati Lukwebo de démissionner parce que il se voyait, lui, Bahati Lukwebo, plus bénéficiaire, plus dans les conditions de bénéficier de la présidence du Sénat. Tandis que la famille politique, le FCC, avait le dévolu jeté sur Alexis Tambwe Mwamba. Bahati Lukwebo avait menacé de quitter le FCC. Mais le président Kabila l'avait approché. Il y a eu une discussion entre les deux pour comprendre c'est quoi l'objectif, c'est qu'il voulait. Et il s'était mis d'accord. Quelques temps après, Bahati est passé sur les médias pour dire que je suis dans la famille politique et que l'on va avancer, on va soutenir celui qui sera choisi par la famille politique, ainsi de suite. Mais quand Jean-Marc Kabound a posé cet acte-là, logiquement, la famille politique ou le président de la République devrait l'approcher pour lui dire on doit continuer le travail que nous avons fait ensemble. C'est quoi exactement l'idée, le leitmotiv de cette annonce de la démission, même si après, on doit dire que c'est quand même choquant
pour plusieurs personnes, et à juste titre, c'est un chantage fait au président de la République, mais il s'agit d'un acte politique. L'acte politique, on ne l'analyse pas dans les sens uniques. Il faut aller dans tous les deux sens et comprendre c'était quoi qu'a voulu faire Jean-Marc Kabound. Et je regrette vraiment de ce qu'il est en train de vivre en ce moment, que je ne l'aurais vraiment pas souhaité. Alors, j'ai décidé de ne rien dire sur ce dossier. Je trouve que ça ne m'intéresse pas, excuse-moi de le dire, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je n'ai pas d'intérêt dedans. Donc, du coup, ça me plaît de t'écouter parler de ça. Donc, on a fini notre entretien. Oui, je vais quand même aussi finir par un petit regret. Allez-y. Jean-Marc Kabound, il a été visité par la garde républicaine à travers une expédition punitive. Mais on n'a suivi aucune enquête pour dire mais qui avait envoyé ce bataillon, est-ce qu'ils avaient bien fait, que les personnes aient répondu, on n'a pas suivi cela. Aujourd'hui, les éléments de la garde républicaine, ils se sont donné tellement des ailes que vous voyez, ils ont ôté la vie à M. John Tuta là, de l'église Kimbangwise. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas été interpellés, aucune sanction. Contrairement même à l'époque de Joseph Kabila, vous vous souvenez, au moment où la garde républicaine avait subi, n'est-ce pas, de la part des Franck Diongo, il les avait séquestrés, ceux qui étaient allés lui signifier, je pense, un document ou je ne sais quoi. Mais il y a quand même eu des poursuites. Pourquoi quand la garde... Attendez. Quelle poursuite, madame? Sur Franck Diongo. Franck Diongo. On ne raconte pas. Attendez. Quelle poursuite? Oui. Franck Diongo. Avait-il eu des altercations avec les éléments de la garde républicaine, oui ou non? C'est oui. Bien sûr. Quelle était la conséquence? La suite des événements était qu'il avait été interpellé, il avait même été jugé et mis en prison. Oui, Diongo était en prison. C'est ça, non? Parce qu'il avait touché à la garde républicaine. Attendez, écoutez mon raisonnement. Mais sous le régime du président Félix, on touche à la garde républicaine par notamment les gardes des Jean-Marc Kabound, mais il n'y a pas d'interpellation, plutôt c'est l'expédition punitive. Non, madame, quand même. Mais je dis que je n'entrerai pas dans le débat des Kabound. Attendez, je n'entrerai pas dans ce débat-là. Oui. Mais, madame, nous devons d'abord nous rassurer d'une chose. Il faut qu'on choisisse les débats. Si on fait le débat des Kabound, oui, il y a plusieurs débats. Il y a plusieurs débats dans le même dossier. Il y a plusieurs volets. Le volet que la garde a été utilisée, les policiers ont été utilisés, la garde a mal agi après. Moi, j'ai fait l'effort de ne rien commenter. Oui, moi, le premier volet, c'était le volet purement politique. C'est lui dans lequel je regrette ce qui arrive à Kabound. Madame, dans la comparaison que vous voulez faire, vous pouvez poser la question aujourd'hui aux Congolais. Ils vont vous dire que la garde républicaine aujourd'hui et la garde républicaine d'hier, celle d'aujourd'hui, fait moins peur. Posez la question. En route, on va vous le dire. Aujourd'hui, on préfère encore rencontrer la garde républicaine. Parce que l'image qu'on avait avant, que c'était des sanguinaires, on s'est rendu compte qu'après, ces gens sont devenus de plus en plus dociles que possible. Mais les personnes dociles ne vont pas entrer dans la résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Par le passé, on n'a pas vu ça. Non, j'ai dit que je n'entre pas dans ces débats parce que... Mais ça, ce sont des faits. Non, ces faits-là, bon, en tout cas, j'ai fait des gros efforts pour ne pas parler de ça. Parce que moi, j'ai une autre version de la question. Hein. Je n'ai pas besoin de la donner. Je la donnerai quand je serai invité, certainement. Mais là, on est en train de parler de ça, donc de cette garde républicaine. Je ne la défends pas. Je ne la défends pas. Le cas de mort, par exemple, on nous a dit que le monsieur était totalement ivre. Et c'est lui qui dit, c'est la victime, qui dit que monsieur était ivre. Mais la question, comment un élément ivre peut-il avoir une arme? Ça, ce sont des choses que l'on doit déplorer, que l'on condamne et que l'on déplore. Mais partir de là, pour établir l'opprobre sur un corps, je trouve que c'est quand même assez sévère. Moi, je ne peux pas. Non, je n'ai pas dit que vous avez une l'opprobre. Okay. Non, je n'ai pas dit ça. Okay. Partir de là pour dire que tout un corps a un problème, je ne comprends pas. Je ne crois pas. Par contre, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait des grandes réformes à la fin. Il faudrait qu'il y ait des très grandes réformes pour que l'on marque effectivement une rupture, sinon une différence entre ce qui était avant et ce qui est maintenant. Une différence, pas une rupture. Une différence. Bon, moi, quand je dis rupture, c'est la rupture comportementale. Okay. Il faudrait que ça change, en fait. Si hier, on était brutal, qu'aujourd'hui, qu'on devienne doux. Si hier, on était méchant, qu'on devienne gentil. En fait, c'est dans ces sens-là. Okay. Alors, vos regrets sont écoutés, sont entendus.
Merci beaucoup, Madame Odia. Moi, ça a toujours été un grand plaisir de faire des débats avec vous, de vous poser des questions, vous répondez. Merci. Est-ce que vous vous êtes senti à l'aise dans cette émission? Oui, je me suis sentie à l'aise, te connaissant, parce que je sais que sur ton plateau, tu ne restes pas dans ta cassette de journaliste, tu es dans la peau du Ça co-débatteur. arrive très souvent. Oui, mais ça Ça ne m'a arrive pas très souvent. dérangé. Ça ne vous a pas dérangé? Non, non, Je ne non, vous ai non, pas du tout. interrompu à tout moment. Non, non, le débat, il était bon. Il était Merci. bon, même si on a passé tellement du temps sur des éléments pour lesquels on pouvait ne pas beaucoup Ah, ça c'est vous, parler. hein, ça c'est pas moi. Hein. Non, c'est toi qui voulais absolument défendre pas ceux l'ami. qui aujourd'hui on les Ah, commente. pas l'ami, ah, pas l'ami. Oui, ah, pas- Non, mais il faut que ça soit clair que moi, par exemple, je n'ai jamais été contre, en tout cas contre le président Félix Tshisekedi. Vous savez que non, parce que j'ai voté pour lui, j'ai battu campagne Ah, pour mais lui ça c'était avant. et Hein. j'ai été très Ça active c'était avant. dans le parti du président Didier Ça Tshimaka. c'était avant. Mais après, je suis vraiment en train de m'opposer de la manière dont les choses se font. Et les événements me donnent raison parce que de plus en plus, même les fervents défenseurs de son régime sont aujourd'hui déboussolés. Parce que bien de choses qu'on dénonçait à l'époque, nous n'avons pas été entendus. Quand on a dit que l'union sacrée va conduire à la chute du régime du président Félix Tshisekedi, très peu de gens le croyaient. On À ce jour, risque de refaire un on débat. se rend compte que c'est tous ces transfuges-là qui ont le commande de l'union sacrée. Et ça ne va pas aider le président de la République, ça va plutôt le desservir. Et il y en a qui attendent jusqu'à la fin. Il est encore grand temps de se réveiller. Et nous allons prendre de plus en plus la ligne dure parce que notre souhait est que les choses changent et radicalement pour ce pays. Bonne chance à vous dans cette ligne dure. Bonne chance à vous. Vous en aurez Merci. besoin en tout cas. Merci à ceux qui nous ont suivis. Donc, vous êtes à Kinshasa, vous suivez cette émission à partir de notre chaîne TNT. Vous êtes sur Internet, vous suivez aussi la même émission. Je vous dis merci d'avoir été nombreux, merci d'être toujours nombreux. Vos remarques, vos suggestions, faites-le nous savoir. Et bien, on prendra ça en compte. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuile uzo, zizobinwa, daimana shindo tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.